Et salut les gones et salut les fenotes, j'espère que vous allez bien, c'est Julien Le Gaulle. Bonjour à tous, bienvenue, nouvelle année. Salut à tous, heureux de vous retrouver. Yo, salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika. Salut YouTube, Siwaka. Messieurs, le match va démarrer, un stade Bollaert exceptionnel avec une ambiance de folie, on connaît les Lensois. Victoire de l'Olympique lyonnais. Ça a été dur. Et on va commencer déjà du coup par la composition d'équipe. Donc classique Paulo Fonseca, 4-2-3-1. C'est son système de jeu, c'est la façon dont il veut faire jouer son équipe de manière générale. Je pense que l'OL a fait un match sérieux dans la continuité de ses matchs de préparation de pré-saison. Abner qui donne superbe passe d'Abner en profondeur pour Fofana. Et Et c'est le but. Oh le but! Et c'est le On sait que la Casette lui a envoyé un petit message en lui disant c'est à toi d'écrire l'avenir de l'OL, etc., etc. Moi je crois en Mikotadze, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et ça doit être la saison plus 1, la fameuse saison plus 1. Mais dans la créativité, il faudra passer un cap parce que on va jouer souvent des équipes en bloc relativement médian voire bas contre Metz dans une semaine par exemple, et je pense que là il faudra être plus fort dans le camp adverse. Il y a eu 1 an d'adaptation dans l'ombre de la Casette, il n'a pas été titulaire toute la saison. Là, il va être titulaire à tous les matchs, il va être titulaire indiscutable, il doit marquer les occasions qu'il a. Sur ce match-là, il marque un but, mais il doit en marquer 2. J'ai sorti certains joueurs un peu fatigués en fin de match. Miko essentiellement en fin de match. Maitland Nice, techniquement, a été tellement dégueulasse, beaucoup de pertes de balles largement évitables, qu'au final, je dirais que nos circuits de passe sous pression ont été relativement moyens par rapport à ce qu'on a vu durant les matchs de pré-saison. Koumbedi trop seul sur ce compté, Maitland Nice trop recentré sur certaines phases. Et un problème de qualité technique aussi et d'intensité de Maitland Nice qui m'a aussi un petit peu dérangé. Déjà qu'on sort d'une saison catastrophique, on doit se taper Christophe Josse et Daniel Bravo aux commentaires. Si en plus sur le terrain on a des mecs qui n'ont vraiment pas envie d'être là, ça sert à rien. Lens, ils ont ressorti tous leurs ballons en trouvant un point d'appui plein axe. Que ce soit Guy Lavogui ou Saïd, ils ont su garder les ballons dos au jeu parce que Niakate, à part prendre le mec et lui monter dessus, ne passe jamais devant. On s'est fait avoir quand même sur 2 petites séquences quand même assez simples où il n'y avait pas de difficulté majeure. C'est une perte de balle un peu haute, on est mal placé, on est mal organisé, et eux ils profitent directement des espaces qu'on laisse parce qu'on laisse du coup aussi de l'espace. J'ai un petit problème avec la lecture du match de Fonseca dont j'ai trouvé les changements très tardifs. On a eu ce sentiment avec Lyon de il va attendre qu'on prenne un but pour changer des trucs. C'est un sentiment qu'on a beaucoup eu l'an dernier, notamment contre United, on va pas se mentir, de qu'est-ce qu'il attend. Honnêtement, c'est inadmissible ce que j'ai vu en termes de coaching parce que tu as le droit de te tromper au démarrage, mais tu n'as pas le droit de ne pas réagir. Ça s'est joué à rien. En fait, on a beaucoup de chance que Descamps il soit très bon. Tolisso contre Lens a été, je trouve, vraiment très intéressant dans l'interligne pour être disponible, se démarquer et par son mouvement créer le décalage. Et ça, il l'a très bien fait. On banalise la perf, mais Tolisso, qu'est-ce que c'est fort! Qu'est-ce que c'est fort, Tolisso. On va souhaiter, on va prier encore une fois, comme l'an dernier, qu'il lui arrive rien, qu'il fasse toute la saison et qu'il aille la jouer cette putain de Coupe du Monde parce qu'il la mérite. Mais Tolisso, on banalise maintenant. Une grosse stat pour Tolisso, seulement 2 passes ratées, donc il a 95% de passes réussies. Sur tout son match. C'est impressionnant. Et Ouais, il fait un Tyler match Marton énorme. aussi. Oui, Tyler Marton, c'est 100% de dribble réussi, 76% de passes réussies. Morton, on a bien vu, c'est un joueur qui est capable de jouer un peu plus haut, mais il a l'air de bien aimer aussi être un peu plus bas pour être le premier relanceur, le premier joueur qui touche le ballon à la relance. Donc ça, c'est assez intéressant. Morton, il y a l'énergie du mec qui joue la tête haute. Et moi, j'adore les mecs comme ça qui jouent la tête haute. Voilà, ce que Tessman n'est pas capable de faire. Tessman a beaucoup de mal à se retourner. Tessman a beaucoup de mal à jouer tête haute et à utiliser son jeu long. Et finalement, Tessman, dans ce registre presque de box-to-box qui a été permis par le fait que Morton reste en 6, a été plutôt bon. Donc là, à Bollaert, je pense que l'histoire du match et le profil de Lens nous aide pas mal, parce qu'il y a de l'espace, on peut en transition faire mal, piquer, c'est bien, et pour nous c'est positif. Maintenant, face à Metz, face à d'autres équipes que je peux oublier,
ce sera une toute autre limonade et il faudra être plus créatif devant. C'est le petit point, même le gros point d'interrogation que j'ai à l'instant T, les amis. On a le 3-0 de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais est leader du championnat pour la première fois depuis Plus de 4 ans et 7 mois. Ouais, ça C'est fait la bien. journée 19, 19e journée de la saison Il y a longtemps. 2020-2021. depuis Silvino. On connaît la suite. Donc on va pas trop s'emballer trop vite. Je vais répondre aux gens qui disent c'est Metz en face. Bah écoutez, c'est Metz en face. Bah, ça a joué, hein. Ouais. Non, mais déjà, ça a joué, premièrement. Et la deuxième chose, c'est Franchement, les autres, ils font 94% de passes réussies. Je sais pas, moi, je vais aller regarder les autres. Je vais aller regarder Tessman. Bah, Tessman, vous voyez, c'est un centre réussi, bah, il en a pas réussi. Il a raté son centre. Passe longue, c'est 2 sur 4. Et les duels, il en a perdu que 2. Mais globalement, si vous regardez les autres, ils n'ont pas tout réussi, hein. Oui, on sent qu'il y a des starters, tout n'est pas bien abouti et tout n'est pas maîtrisé, mais on sent qu'il y a quand même eu du travail et des choses mises en place et c'est appliqué par les joueurs parce qu'il y a un peu plus d'humilité selon moi dans cet effectif. Bien sûr, il y a plein de points qu'on peut encore mieux gérer. Je pense que le pressing n'est pas encore de top qualité, il peut être meilleur. Il y a des séquences de jeu où on veut aller presser, mais pas tout le monde ensemble. Il y a un petit peu un pressing en accordéon, avec une ligne offensive qui, elle, va chercher Mikotadze, Tolisso, Fofana, et derrière, ça a du mal à suivre. Oui, ça c'est perfectible, et on peut, je pense, faire vraiment mieux en termes de pressing et de coordination collective. Et derrière, on a ces 2 buts coup sur coup. D'abord avec Pavel Schulz qui sert Fofana. Niakate qui monte. Allez. Qui prend des risques, qui donne à Soulch. C'est bien. Soulch à 25-30 mètres. Soulch au ballon, qui donne avec Fofana. Fofana. Allez. Et c'est le but de l'Olympique Lyonnais. Niakate a le ballon, il se projette, il la met à Schulz à cet endroit-là, ce dernier contrôle, et là c'est du Schulz tout craché. On prend le ballon, on court vers l'avant, on va vers le but. Et on voit que Fofana commence à lancer la course, et là Schulz, du coup, il y a un espace, ils sont 2-3 avec Mikotadze, il peut servir Fofana, ce dernier, hop, première feinte pour recevoir le ballon, deuxième feinte, et là du coup il n'a plus qu'à conclure et marquer le but. Et alors le but de Fofana. Le but de Fofana, il récupère le ballon. On dirait qu'il va contrôler pied droit, puis en fait il fait une feinte de corps, puis ensuite il fait un crochet, petite frappe contre pied. Oh là là, mamma mia, j'étais au resto. J'ai eu envie de pleurer tellement il est doux ce but. Quand on parvient à toucher Tolisso dans l'interligne, dans le demi-espace gauche, tout de suite c'est une différence qui est créée parce qu'il a un bon pied droit, il a un bon jeu court, un bon jeu long. Et Paolo Fonseca aime beaucoup Tolisso aussi, et on peut le comprendre, pour sa faculté à casser des lignes avec et sans ballon et à soutenir les différentes offensives de l'OL. Le but du 2-0, c'est vraiment ça. Allez, Fofana. Fofana au duel. Fofana, Tessman. Tessman qui revient avec Niakate. Niakate qui va donner à Morton. Morton qui se retourne vite et qui joue à Soulch. Soulch qui contrôle, qui redonne à Morton. Morton, je voulais dire en mode rentre dans la magnifique pour Nice. Et ça va être le but de Coco. Oui, c'est magnifique. Et on a donc ce 3e but avec un coup franc, puisqu'il s'est aussi tiré les coups francs, de Tyler Morton qui tombe sur la tête de Tessman. Oh! Et c'est le but! C'est le but. C'est le 3e! Karabek. Superbe but de l'Olympique Lyonnais. Et sur les 2 matchs, je trouve que Morton est extrêmement disponible, très présent à la passe. Sous pression, il est intéressant, il n'a pas peur, il est vraiment, voilà, il ne se cache pas. Contre Metz, Morton, c'est mon coup de cœur parce qu'il a été, en fait, il a fait tout ce que je veux d'un joueur numéro 6, point de basse à la relance. Moment Nutella partagé en famille, Morton. C'est incroyable ce mec. Il sait qui ce mec? C'est qui ce gars? Il sort d'où ce mec? Il sait tout faire. Il sait faire des ouvertures de loin, il sait faire des tacles dans la surface quand il faut sauver les meubles, il tire les coups de pied arrêtés, il met même des patates. C'est tout le dilemme de Maitland Nice. Lorsqu'il le veut, il est un super joueur. Mais quand il n'a pas envie, il devient un joueur tête à claque. Mais là, on a vu un bon Maitland Nice, volontaire, projection, qualité technique sous pression, défensivement, pas pris à défaut. Je voulais aussi noter le très bon match de Moussa Niakate parce que j'ai souvent été très dur et je pense justifié envers Moussa Niakate. Moussa Niakate que j'ai trouvé très bon sur ce match-là, très serein, plutôt bon à la relance. On voit bien que Niakate est capable de prendre des responsabilités, de prendre sur lui pour faire des relances aussi intéressantes. Parce que c'est toujours pareil, si ça bouge aussi autour de lui, c'est aussi plus simple pour lui de trouver des phases où il va faire des passes et des relances intéressantes vers ses équipiers. S'extasier devant une perf de Niakate contre Metz,
Je rigole un petit peu, quoi, tu vois. Encore heureux que. Attends, Je s'extasie il est pas, bon. mais c'est juste qu'il a Ça été se dit bon. pas, mais Non, mais, non, mais le on en copain. a parlé en non, mais- avant-match en plus. Non, mais le copain, je l'aime beaucoup, moi, Nakate, c'est un super mec et tout. Mais encore heureux qu'il est bon ce soir contre Metz. Par contre, contre Marseille, il te fait des cagades, il te coûte un but, on en reparlera, Dickens. Donc il faudra évidemment confirmer contre le premier gros choc de cette Ligue 1 qui sera le match contre l'OM à domicile où il ne faudra pas faire pareil que l'an dernier. Mais on a la chance d'affronter un OM qui n'est pas encore pleinement en place. Et donc on va peut-être réussir à enfin s'en sortir contre cet Olympique de Marseille qui est presque devenu notre bête noire. Et si l'OL pouvait faire 9 sur 9 ou à défaut 7 sur 9 au mois d'août, eh ben on aura mangé Gucci quand même. Hein. Donc ce coup-ci, l'OL a eu un tirage au sort plutôt clément, je trouve. Avec tout d'abord à domicile un match contre Salzbourg. Bon, ce sera peut-être l'un des 2-3 gros matchs de cette phase de mini-championnat. On jouera aussi à domicile le PAOK Salonique et donc le retour à Lyon d'un certain Dejan Lovren. On jouera le FC Bâle à la maison. Et enfin, on affrontera les Go Ahead Eagles. Et on jouera donc aussi 4 matchs à l'extérieur, dont un que j'attends impatiemment, le club de mon ami Fabrice du Real Betis. Match super sympa à voir dans un beau stade. On se déplacera aussi au Maccabi Tel Aviv. Et on affrontera aussi les Young Boys de Berne chez eux en Suisse. Et donc Utrecht, un club aussi de redivisie. Un tirage au sort très favorable, messieurs. L'Olympique Lyonnais doit Se qualifier. se qualifier. Oui, c'est très jouable. Soyons francs. C'est très jouable. Oui, l'OL doit se qualifier. On a la capacité, en rencontrant ces équipes-là, de tirer notre épingle du jeu dans cette compétition. Donc j'attends que l'OL se qualifie, effectivement. Et donc, je le dis clairement, objectif top 8. N'ayons pas peur de l'ambition. Top 8, ça me paraît largement possible, même si, là encore, attention, il y a un mercato qu'il faut bien finir et bien gérer. C'est pas évident, on en reparlera juste après. Fabrizio Romano qui annonce le départ de Mikotadze. Villarreal a clôturé donc le deal pour signer Georges Mikotadze. Flights booked, donc vol de prévu ce samedi. Visite médicale, donc 30 millions d'euros. Ça a été confirmé. Tu perds ton numéro 9 titulaire à 2 jours d'un match hyper important et tu le perds surtout en toute fin de mercato. Et même si la cellule sportive a trouvé des profils qui sont des candidats dits entre guillemets sérieux comme numéro 9, peu importe, je maintiens ce que je dis là. Le timing, il est catastrophique. Pour moi, sportivement, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Lui, tu le perds, tu t'assois quasiment sûr sur un mec qui va mettre 20 buts, tu ne le trouveras pas. Lui, tu t'es assuré qu'il mette 20, à peu près 20 buts. Il en a mis 15 l'an dernier en jouant la moitié des matchs. Parmi les plus grosses ventes des numéros 9 en Europe, qu'est-ce qu'on a? Aux environs des 30 millions d'euros. On a par exemple Kalimundo, vendu 30 millions par Rennes à Nottingham Forest. On a Evan Guessant, vendu par Nice à Aston Villa, 30 millions. Et on a aussi Tierno Barry, l'ancien de Villarreal que devrait donc remplacer Mikotadze en Espagne, parti à Everton pour 30 millions d'euros. Dans quel monde, les amis, et je vous défie de me dire que c'est vrai, dans quel monde Mikotadze vaudrait moins que Kalimundo, Tierno Barry ou Evan Guessant? Quelle tristesse quand même d'en être rendu à devoir mettre par la fenêtre l'enfant du pays revenu pour écrire la légende. Bah finalement non, donc je suis quand même un petit peu triste que Mikotadze ne puisse pas rester, la faute à un contexte économique. C'est un dommage collatéral de la gestion Textor, simplement. Voilà, quand tu fais n'importe quoi pendant 2-3 ans, bah, tu payes les pots cassés. Malheureusement, c'est au détriment de certaines personnes. Bah, là, c'est Mikotadze. On va peut-être en souffrir. L'Olympique Lyonnais va peut-être en souffrir cette saison. Parce qu'on avait peut-être une équipe qui était très équilibrée, et puis un Mikotadze qui aurait pu marquer des buts avec l'aide de Fofana, avec l'aide de Karabekh. Alexandre Lacazette aurait envoyé un message à Georges, l'encourageant à écrire à son tour l'histoire avec Lyon. Alors Georges, merci infiniment pour ces 2 semaines de légende. L'Olympique lyonnais affronté ce soir l'Olympique de Marseille au Parc OL. Victoire 1-0 de l'Olympique Lyonnais, je vous ai mis Pavel Schulz qui apparemment a récupéré officiellement le but, alors que le but il est quand même fait et refait par Leonardo Balerdi. Superbe Tolisso, superbe transversale, Karabekh pour Morton. Morton, Allez. attention, Morton, allez. Allez, vas-y. Oui. Non, non. Mais c'est Schulz.
Pavel Schulz qui la tape de la cuisse gauche, but contre son camp des Marseillais, bref, un cafouillage complet, mais on s'en fout. Victoire de l'OL 1-1-0, c'est le principal évidemment, mais ça a été loin d'être facile. Le pressing marseillais nous a causé du tort les 15-20 premières minutes. Et puis après, on a réussi à trouver la parade. Je pense qu'on a très bien été aidé par Greenwood et Balerdi qui n'ont pas fait un grand match du côté marseillais. Abner Vinicius, il a pris Mason Greenwood, il a dit Mason, viens voir ici, hop, je te prends dans ma poche. Durant tout le match, il l'a pocket. Cette expulsion de Egan Riley à la demi-heure de jeu qui vient couronner une première mi-temps plutôt satisfaisante côté OL, même si c'était quand même pas folichon. On est sur une expulsion logique de Egan Riley qui décide de démolir la gueule de Fofana en position de dernier défenseur. Décidément, l'OM et les cartons rouges en ce début de saison, on remercie. Pour une fois, c'est pas Balerdi. Marseille aussi était dans cette idée aussi d'être sur une prise individuelle. Et Balerdi était avec Tolisso et Riley était avec Mera. Le ballon va arriver sur Balerdi et ce dernier va tout de suite être pressé par Mera. Et la petite pression mise par Mera va suffire à faire une erreur à Balerdi qui va perdre le ballon et que Mera va récupérer. Et là, tout de suite, Tolisso, il voit que Mera il est en pressing, il vient aussi pour remonter pour faire le pressing. Et ensuite, dès que le ballon a été récupéré par Mera et donné à Tolisso, tout de suite, on voit bien que nous, on est à 4 joueurs à ce moment-là dans le camp adverse contre 3 seulement de Marseille. Et Tolisso va tout de suite ouvrir lui sur Fofana. Fofana se fait sécher par Egan Riley, carton rouge indiscutable, et Marseille est puni. Marseille est puni par un plan de jeu qui, je trouve, est déséquilibré, ambitieux, prétentieux, et kamikaze. À 10 contre 11, l'OL s'est un peu chié dessus, simplement. On a commencé à tergiverser, pas beaucoup d'occasions créées de manière générale. Pourquoi ? Puisque les choix de composition de l'OL étaient un peu particuliers. On a quelques bons centres bien touchés par Karabets, c'est bien aussi. Pas de gauche incroyable. C'est pas un joueur qui va dribbler, mais il est tellement... quand il faut décaler, il décale. Quand il faut faire le centre, il centre. Les centres sont justes. Tout est millimétré. J'ai dit, mais il est incroyable. Il joue simple. Il joue simple. Karabekh et Fofana ont essayé de mettre des centres, mais quand t'as pas d'avant-centre, quand t'as personne quand t'as pas de renard des surfaces ou de tueur dans le centre du jeu ou dans la surface adverse, tes centres sont un peu stériles. Donc voilà, on a voulu beaucoup passer par les côtés, un peu moins par le corps du jeu, alors qu'en fait, on a des bons joueurs de ballon avec Mera, avec Tolisso, qui auraient pu, en alternant notre jeu, passer sur les ailes et aussi passer par l'axe, peut-être apporter un peu plus de difficulté à cette équipe marseillaise. Ça a beaucoup manqué pour la conclusion de nos actions d'avoir ou même ne serait-ce qu'un point d'ancrage dans la surface ou avec les centraux marseillais. Heureusement que la défense a tenu. Il faut féliciter notamment Moussa Niakhaté qui a été excellent et que j'ai mis dans mon équipe type de la semaine. Il a fait un match de patron, mais vraiment de patron. Dans les duels défensifs, imprenable. Dans la profondeur, dans le 1 contre 1, il a été intraitable. Et il faut le dire aussi, c'est un point où il a souvent été critiqué, le Sénégalais. À la relance, je trouve qu'il progresse aussi. Il a un jeu court, correct. Et sur quelques phases de jeu, sur un jeu un peu plus long en seconde mi-temps, on l'a vu toucher parfois Abner, Tagliafico. Vraiment, attention, il faut être très très juste et impartial. Niakhaté a souvent été tensé pour son jeu au pied, mais depuis quelques temps, c'est nettement mieux. Niakhaté a dit que Fonseca a regardé pendant toutes ses vacances les erreurs défensives de l'année dernière et que depuis le 7 juillet, ils ne font que bosser là-dessus. Il est très bon dans le duel. En plus, par rapport à l'année dernière, il a pris un peu plus d'aisance dans sa relance. Il se prend moins la tête. On sent qu'il a moins de pression. Donc voilà, maintenant il fait partie des 4 du vestiaire en étant là depuis 1 an. Et on le sent vraiment concerné par ce travail défensif. Il parle beaucoup aussi. Donc je pense que ça l'aide beaucoup de connaître aussi les joueurs qui sont à côté de lui. Mais là, il est très bien. Ouais. Descamps qui a été très bon aussi. Alors attention à pas trop en faire sur Descamps. Il fait son taf, il fait bien son taf. C'est déjà très bien pour un numéro 2. Je pense que petit à petit, il va céder sa place à Greif parce qu'il va falloir valoriser Greif. Mais Descamps fait un excellent intérim. Et je suis très content d'avoir Descamps en numéro 2 que j'attendais pas à ce niveau-là. Descamps, c'est le stade de fou, vous n'êtes pas prêts, a évité 3,10 buts sur ce début de saison. Aucun gardien ne fait mieux dans les 5 grands championnats européens. Les stats, on leur fait dire ce qu'on veut. Moi, je vois l'intervention du pied, en fait, qu'il fait sur le match d'hier. Oui, il fait un bel arrêt. Sauf qu'en fait, il est encore en train d'avancer. Un bon gardien, il est sur ses appuis et il fait l'arrêt différemment. Et là, en fait, il fait l'arrêt réflexe de son pied parce qu'il est encore en train d'avancer.
son côté perfectible. En fait, il a une marge de progression. C'est quand même paradoxal parce que cet Olympique Lyonnais, il va pas très très bien sur le papier. Le mercato a été terrible et pourtant, l'OL réalise son meilleur début de saison depuis quasiment 40 ans. Donc c'est quand même assez paradoxal. C'est quand même un grand plaisir en tant que supporter lyonnais de enfin gagner un Olympico. On n'a quand même pas eu beaucoup d'occasions ces dernières fois de les gagner. C'est toujours un plaisir. Même un but de Raccro, on prend. J'ai juste un message à mes amis marseillais. Il n'y a qu'un seul Olympique, regardez bien. Il est là. Là, c'est vrai qu'on voit cette infographie, Nico, ou Enzo plutôt. On va donner la parole à Enzo. Oui, c'est impressionnant. Hein. Oui, c'est impressionnant. Après, ils n'ont pas tous été bons sous le maillot de l'OL. Hein. Il y en a pas mal qui ont servi à rien. Pour être clair, les Verretou, les Kalita Tsar, les Benrahma, les Sarr, les Le Penant, franchement, j'ai pas trouvé qu'ils avaient été très bons sous le maillot de l'OL. Balance positive, Morel. Oui, après, on va décrypter un petit peu d'où on en est venu, mais c'est toujours un plaisir. Voilà, c'est le 6-9. Hein. L'OL avait les pieds et mains liés d'un point de vue économique et financier. Nos scouts, la cellule sportive, Mathieu Louis-Jean également. Donc, vraiment, si on est parfaitement honnête et intègre entre nous, on peut dire que sportivement, il y a des manques. Économiquement, bravo. Gros boulot qui a été fait. Mais Gerlinger l'a dit, hein, Julien. Il a dit que les plus grosses pertes, c'était lors de la pandémie, c'était 100 millions tous les ans. Et là, on a dépassé les 120 millions de pertes cette année et que le club était au bord de la faillite. Qu'heureusement qu'il y a eu de la réinjection et un changement de propriétaire, en gros. Donc, voilà les tableaux des arrivées avec le retour de Tagliafico. Hein, on l'a dit que c'était si précieux. Morton. On a mis Turner, c'est vrai, mais qui n'est pas là parce que c'est de la magouille John Textor, Papa Schulz, Greff, Kluivert, Moreira et Karabec. Alors tu t'enflammes sur Morton, Julien, c'est un bon joueur pour le moment, il joue propre. C'est pas Pirlo non plus. Non, effectivement, tu as raison, c'est pas Pirlo. J'ai dit Lampard et Gérrard. Donc c'est pas Pirlo, effectivement, tu as raison. Je le considère pas comme Pirlo. Là, ce que j'ai vu de lui pour le moment, c'est Lampard ou Gérrard. Tu choisiras qui tu veux, hein. Lampard ou Gérrard. Martin Satriano, 24 ans, l'attaquant uruguayen, pardon, merci, uruguayen, va être prêté avec une option d'achat, a été prêté avec une option d'achat, et donc c'est 1 million avec option d'achat de 5 millions, plus 1 million de bonus et un intéressement de 10%. Il vient du Racing Club de Lens, on l'a dit. Factuellement, Martin Satriano est un joueur moyen plus au mieux, qui a 24 ans. Peut-être qu'on peut le ressusciter, peut-être qu'on peut lui faire atteindre son potentiel comme on l'a fait avec Mariano Diaz, hein, c'est pas impossible. Mais aujourd'hui, il n'apporte aucune garantie. On devait faire des économies et je l'entends. En revanche, on a loupé des profils. On a bien choisi, on a fait des profils, mais on a loupé des profils. Je suis désolé, on n'a pas le droit aujourd'hui de prendre un mec comme Satriano, et j'en veux pas, hein, qui revient des croisés, et de se dire tiens, ça suffit, et de mettre 2 gamins de 17 ans. Pour moi, j'aurais mis 7 ou 8 si on avait eu une pointe. Mais pas grand-chose, hein. Dalinga. Le problème, c'est que quand tu as une stratégie de communication qui est à ce point-là restrictive, où personne ne parle, ou presque, où très peu d'éléments fuitent au compte-gouttes et quasiment la veille de faire le joueur. Moi, ça me va, c'est bien. Mais ce parti pris-là, tu le payes à partir du moment où tu parles un peu plus, ce que Mathieu Louis-Jean a fait il y a quelques jours quand il nous dit qu'on va signer au moins 2 renforts offensifs. Dès lors que tu ne parles pas durant 2 mois et demi et que tu parles un peu plus, même un peu trop, durant l'ultime semaine et qu'il ne se passe rien, pas de numéro 9 titulaire vraiment, pas d'ailier droit non plus, tu crées de la frustration. Je trouve qu'il y a un état d'esprit dans cette équipe qui est quand même solide. On sent un vestiaire qui est soudé, et ça s'est vu, même si c'est des choses qui sont anodines, ça s'est vu sur la célébration du but où Pavel Schulz est allé communier avec le public, et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une communion comme ça entre les joueurs et le public, et ça, c'est peut-être le petit supplément d'âme qui va nous compenser le fait de ne pas avoir de neuf. Toutes ces séquences où un numéro 9, un minimum bon de la tête en plus, aurait eu des ballons à jouer, aurait pu couper des centres, que ce soit ras de terre, dans la surface ou aérien. Donc voilà, peut-être que justement un Satriano va nous apporter quelque chose sur ça. On va le souhaiter maintenant. Mais ça peut être intéressant du coup par rapport à la façon, en fait, en tout cas, avec laquelle Fonseca crée et fait son équipe. On voit des systèmes de passe en triangle qui fonctionnent quand même globalement bien. En fait, on voit une équipe qui a bossé.
Et moi, C'est je ça. trouve que par rapport aux dernières années, mais même je remonte à beaucoup d'années, hein, moi, j'avais l'impression d'avoir beaucoup de matchs où en fait l'OL avait du talent, mais ça bossait pas. Et franchement, on n'avait pas de système de jeu préférentiel. Même si on mettait des 3-4-0 et tout ça, on n'avait pas, je trouve, un vrai style de football, quoi. Ouais, t'avais Memphis qui marquait, t'avais machin, mais au final, d'un match à l'autre, t'avais zéro idée, fil conducteur. Notre équipe est différente, pas forcément meilleure, mais différente. Elle travaille davantage ensemble défensivement, elle est plus concentrée, plus solidaire. Nous avons insisté là-dessus en préparation, tout en travaillant aussi sur l'individualité. L'équipe est confiante dans tous les moments défensifs. Il faut le dire, attention, Niakate fait de très gros progrès à la relance, jeu court et jeu moyen. Ça, c'est important, soulignons-le. Il a souvent été tensé pour son jeu au pied. Là, depuis quelques temps, c'est quand même pas mal. Ah oui. Ah, c'est un papa. Parce que lui, il va carrément dire à Fofana, je vous le dis pour ceux qui l'ont pas vu, Malik, ça va pas. Tu fais pas les appels en profondeur. Et il lui dit comme ça. Donc maintenant, provoque, va dans la profondeur. Vous regarderez comment on marque contre Lens. Ça fait du bien d'avoir des bons milieux, oui, clairement. Mais Tyler Morton a transformé ce truc-là. Tyler Morton, on est quand même sur 2 matchs d'affilée d'une classe absolument folle. Il y a une vision du jeu, il y a un impact, il y a un toucher de balle, il y a une sérénité surtout chez Tyler Morton qui me rappelle un peu Matic. Et je trouve qu'on a très vite oublié Matic parce qu'on a un Tyler Morton qui s'est imposé directement. Et c'est chouette d'avoir des recrues, surtout des recrues étrangères, des Anglais en plus, souvent ça met un peu de temps, qui s'imposent aussi vite. Donc pourvu que ça dure de ce côté-là. Moi, ce que j'aime voir depuis 3 matchs, c'est que j'ai l'impression que nos repères collectifs font que tu peux mettre les joueurs, tu peux mettre qui tu veux, tu as l'impression qu'ils répondent présent parce que le cadre, il est ultra cohérent et qu'ils savent ce qu'ils font collectivement. Aujourd'hui, les As à leur place, même au niveau de la direction. Tu as effectivement Michelle Kang, la présidente, mais elle ne s'occupe pas du sportif. Elle a fixé une ligne directrice par rapport aux finances. Ensuite, tu as Michael Garlinger, qui a son expérience, son expertise du Bayern Munich, et Mathieu Louis-Jean, qui s'occupe du recrutement. Et là, c'est intéressant. Chacun a sa place. Chacun travaille. Chacun avec ses travaille. prérogatives. Personne, pour l'instant, j'ai attention messieurs, écoutez bien, personne pour l'instant se la pète. C'est important aussi, un peu d'humilité, hein, à la lyonnaise. Sachez qu'on est le 7e, voire 8e budget de Ligue 1. On est à égalité avec le 8e. On est donc le 8e budget de Ligue 1. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est la trêve internationale malheureusement, mais on se retrouve très vite pour parler de l'OL. Si vous êtes sur YouTube et que vous êtes allé au bout, déjà merci. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, les abonnements. Je vous dis à très très vite. Merci les gones, merci les fenotes d'être venus. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner. Merci à tous pour votre fidélité. J'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo, de la commenter. Ciao les gones, ciao les fenotes et allez l'OL. Ciao.